Bonjour. On va demander au dernier de s'asseoir pour commencer. Merci beaucoup. Alors, je vous présente aujourd'hui Maurice Rebet, qui a écrit, auteur du livre L'Esprit ensauvagé, que vous avez là, que vous avez sur l'écran aussi. Maurice, je vais commencer par te présenter, ou tu veux te présenter toi, peut-être ? Je viens de me présenter. Je suis quelqu'un qui suis attentif à ses contemporains. Donc, quand on est assis par terre et qu'il y a une chaise vide, voilà qui je suis. Ok, c'est plutôt un bon résumé. On en rajoute un petit peu ? On en rajoute une deuxième couche. Allez. Et donc, tu vas nous le dire qui je suis, puisque c'est ton job, là. Un grand bonhomme ? Pas une grande personne, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure parce que grande personne, ça perdait un petit peu l'esprit d'enfant. Et on aimerait bien conserver un peu cet esprit d'enfant, même aujourd'hui, là, tous ensemble. Alors, Maurice, c'est un aventurier, photographe, adopté par les Indiens d'Amérique, les Lakota. Et je pense que ça, c'est à la base, c'est pas la base, mais c'est une grande partie quand même de cet ouvrage que tu nous lègues. Alors, adopter, c'est un grand mot. Et puis, il faut laisser l'adoptant en décider. Et puis, je me méfie des termes d'initiation et tout ça. Moi, chez les Indiens, j'ai jamais été initié à quoi que ce soit, à part un peu à la réalité de qui je suis. Par contre, on est avec des populations chez qui l'adoption est un mode de vie. Et mon épouse et moi-même, nous sommes les parents d'une petite Éthiopienne qui nous a adoptés pendant que nous l'adoptions. Et là, elle en est, grâce à son parcours en terre indienne, elle en est à sa 3e adoption, ma fille. Elle a donc été adoptée par mon épouse et moi. Ensuite, elle a été adoptée cérémoniellement au cœur de la danse du soleil des Lakota en 2010. Au 2e jour de la Sundance, il y a un chef qui a attaché dans ses cheveux un duvet d'aigle et qui lui a donné le nom qu'il avait rêvé pour elle. Et en lui donnant ce nom, il disait à cette petite Africaine, « Désormais, tu fais partie des nôtres ». Et puis, elle a été adoptée récemment en 2019 par un de mes amis Navarro, Diné, qui, lui, ne m'a même pas demandé mon avis. Il a dit à ma fille, dorénavant, tu m'appelleras grand-père. Et ensuite, on a été à son camp et il a expliqué à sa fille qu'elle avait dorénavant une nouvelle sœur. Et j'ai compris qu'il lui expliquait ce qu'il voulait dire, c'est quand je ne serai plus de ce monde, souviens-toi, quand elle viendra chez nous, elle est des nôtres, elle fait partie de la famille. Et donc on parle de ces populations-là. On parle de gens qui vivent comme ça. Ouais, et ça me donne envie de lire un extrait de ton livre comme ça, on plonge directement dedans. Archie Firelame Deer n'était encore qu'un petit enfant lorsqu'il perdit sa mère. Après que celle-ci eut attrapé la tuberculose, il la vit partir un jour en ambulance, sur une civière. Elle revint quelques jours plus tard dans un cercueil. Au moment de l'inhumation, le garçon voulut empêcher qu'on recouvre de terre sa maman. Emporté de force chez un parent proche, il s'enfuit à la nuit tombée et retourna sur la tombe du petit cimetière perdu dans la prairie, où il pleura pendant des heures. C'est son grand-père maternel, Henry Quickbear, qui vint le chercher. L'ancien lui dit alors « Takoya, petit-fils, ta mère n'est plus là. Elle est dans un autre monde. Partie en suivant Takanku, la grande route, la piste des esprits, la voie lactée dans la nuit. Tu la retrouveras dans longtemps. Tu la trouveras qui t'attendra au bout de cette piste. » Et d'ajouter « Takoya, ta mère humaine est partie, mais tu as toujours une mère. Tu marches en ce moment sur son dos. Ta mère, c'est Unsimaka, grand-mère la terre. Cherche-la dans les arbres, dans les herbes, les rochers. » Tout ici vient d'elle. Tout. 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 Le métal de mon micro, le bois de la terrasse, les fibres de mes vêtements, le plastique de la coque de mon téléphone, le métal des carrosseries de voitures garées dans la rue, tout.
Tout dans notre vie vient d'elle. Et nous l'oublions trop souvent. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet extrait parce que c'est dans cet extrait, je trouve que transparaît en fait tout ce que tu essaies de nous transmettre en fait dans ce livre, ce partage de questionnements et cette façon en fait, cette autre façon d'être au monde que les peuples premiers, les peuples racines, comme on les appelle maintenant en fait, tentent de nous sur lesquels les peuples racines tentent de nous ouvrir les yeux. Les sauvages d'hier. Et en même temps, on réalise aujourd'hui une forêt à l'état sauvage. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Et puis dans sauvage, petit jeu de l'étymologie, dans sauvage aujourd'hui, il y aurait pas loin de sauveur, hein, dans les dispositions où nous nous trouvons, nous, les civilisés. Cet homme-là dont tu parles, qui a ces mots si tendres pour évoquer sa maman, c'était c'était un vrai Sioux, quoi. Hein. Donc le gars, c'était un ancien béret vert en Corée, force spéciale. Il était basé en Allemagne, il avait fait des manœuvres interarmes avec la Légion étrangère. Il avait reçu la fourragère de De Gaulle, du général De Gaulle. Il m'avait dit, en parlant de ça, il m'avait dit « big nose », un grand nez. Et il avait été cascadeur à Hollywood dans de nombreux films. Il s'était largement saoulé avec des acteurs célèbres. La vraie vie d'Indien, quoi. Et à la fin de sa vie, en homme médecine, dans les cérémonies, dans le bain de vapeur, à côté de la porte, on voyait son tatouage sur lequel il y avait écrit « Special Forces », force spéciale. Et le tatouage de sa vie d'avant marchait toujours dans sa vie d'après. Les forces spéciales, en effet, un peu spéciales. Et son motto, sa devise, qui dit tellement de la liberté d'être, sa devise, c'était « Dans la vie, je veux bien être n'importe quoi, sauf normal ». Et ça nous fait sourire, parce qu'on voit très bien ce qu'il veut dire. Et nous, on vit dans un monde où tout doit être normal, où tout doit être normalisé. On veut les assurances, et la mutuelle, et la couverture, et la garantie. Mais lui, il voulait un bon parachutiste, il voulait le saut dans le vide et l'aventure. Et donc aussi, ces populations, elles nous disent que voyez les événements récents qu'on a tous traversés. Je les évoque en faisant attention et en me souvenant que pour certaines et certains d'entre nous, c'est douloureux. Mais soudain, dans nos pays, on a réappris que danger et risque sont des synonymes de vivre. Et donc, devant les temps qui nous attendent, on va être mis au banc d'essai. Comme les Lakota, comme les Sioux, comme les Indiens d'Amérique du Nord et du Sud, comme tous les indigènes du monde sont mis au banc d'essai depuis tant de décennies, depuis que la civilisation s'occupe d'eux. Les Indiens d'Amérique du Nord, pré-colombiens, pré-Christophe Colomb. Je crois qu'il y a des enseignants dans la salle. À l'école, on continue de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais tous les Indiens savent que c'est eux qui ont découvert Christophe Colomb, perdu sur une plage. Ils s'interrogent d'ailleurs sur le fait de savoir s'ils ont bien fait de lui apprendre comment survivre, comment se nourrir. Ils se demandent s'ils n'auraient pas dû en finir un peu plus rapidement avec l'individu. Et à ce propos, il est bon de se souvenir, on nous dit aujourd'hui, oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans leur contexte, Christophe Colomb est un affreux cupide, sans humanité. Parce qu'en son temps, il y a des gens qui ne pensent pas comme lui, qui ont d'autres critères d'évaluation. Mais asseyez-vous sur le coin de... Mais
Maintenant, là, je ne peux plus parler si vous restez debout. Asseyez-vous, monsieur, mettez-vous sur le coin. Ok, d'accord. Donc, pré-colon, l'Amérique du Nord, plus ça va, plus les évaluations sont importantes. 30 millions, on en est à penser à 30 millions. Certains chercheurs disent plus encore. À la fin du 19e siècle, 300 000. Les bisons, quand Dodge décide que chaque bison tué, c'est un Indien de moins, on en tue 4 000 par jour. 4 000 par jour pendant 3 ans. Je vous laisse sortir le téléphone pour faire le calcul. Ça, c'est la civilisation à l'œuvre. C'est quand on civilise l'autre. Ça se passe comme ça. Donc, c'est pas du wokisme de remettre en question qui nous fume, quels furent nos comportements, comment nous avons dispensé nos lumières et notre humanisme autour de la planète, et de tendre l'oreille à ceux qui nous disent une autre façon d'être, une autre façon de se comporter. Ce matin, monsieur Éric Julien est dans la salle. Ce matin, j'avais le plaisir de voir son film et je voyais comment, dans la rencontre avec l'autre, on peut monter un pont qui fait que les deux traversent. Hein. Comme je le disais, lui, en tant que géographe, je suis persuadé que les populations indigènes qu'il rencontre sont très intéressées par ses connaissances de géographe occidental, aucun problème. Simplement, ces ponts-là sont des voies à 2 routes. Et quand l'homme blanc se répand à travers le monde, c'est pas pour poser des ponts, c'est pour imposer son point de vue, sa vision, sa compréhension, seul et unique, sa science. Chez nous, on dit la science, comme s'il n'y en avait qu'une. Évidemment, la seule science, c'est la nôtre. Et puis on tombe malade au cœur de l'Amazonie. Puis là, il y a un vieux monsieur qui arrive avec une poudre blanche dans une feuille de bananier. Puis on ne sait même pas ce que c'est. Et puis on la prend, puis on va mieux. Puis après, on se dit, si ça se trouve, c'était de l'aspirine écrasée. Va savoir. Voilà. Ça me fait rebondir rapidement sur la préface que tu as écrit, dont tu as fait part Raoni Metuktir, qui dit que les Blancs commencent à penser comme nous, à voir le monde avec les mêmes yeux que nous. C'est un espoir pour nos peuples. Pas seulement pour le peuple, pour nous, êtres humains, mais pour nous, êtres vivants, tout court. Il y a un chef Yanomami qui dit ça, David Kopenawa. Il dit « L'homme blanc détruit la forêt parce qu'il ne sait pas rêver ». Et Werner Herzog avait fait un film en Australie sur une nation aborigène qui luttait contre une compagnie minière qui utilisait des micro-explosions dans le sous-sol pour pouvoir avoir un regard sur ce qu'on trouvait au fond, avec le désir d'aller gratter s'il y avait quelque chose de précieux. Et les aborigènes ont fait un procès. J'évoque pas ça dans mon livre, mais digressons, puisqu'on est dans le plaisir de la conversation. Et les aborigènes font un procès à cette compagnie. Et quand le moment du procès arrive, les aborigènes expliquent le problème avec ces mini-explosions en série, par rafale, c'est qu'elles empêchent les fourmis de rêver. Elles empêchent les fourmis de dormir et donc de rêver. Et quand les fourmis ne rêvent plus, nous, les aborigènes, disait-il, nous sommes affectés dans qui nous sommes. Donc c'est ce lien au monde que j'essaye d'évoquer qui m'a été un peu... J'ai été soumis à des... Je vais tous les ans dans un camp de rééducation, on pourrait le dire comme ça, un camp de tipis, de gens tout à fait cordiaux, et il n'y a pas de commissaire politique, mais c'est un camp de rééducation. Je réapprends autre chose que ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Et donc ce lien au monde est une chose très importante, puisqu'on parle de littérature et de livres et de votre goût pour les livres qui vous amènent ici aujourd'hui. C'est les mots qu'on utilise pour dire le monde, le langage avec lequel on dit le monde. On parle de changer le monde, ou on parle du monde d'après, ou on parle d'un monde nouveau. On oublie que dans ce monde, il existe déjà plusieurs mondes.
Et quand je suis avec mes amis Lakota, je suis dans un autre monde. Si vous amenez le chef Raoni Metuk Tiré, un vieux monsieur maintenant, vous l'asseyez sur un banc au bord de l'Isère face aux montagnes, il voit un autre monde que le monde que je vois. Et quand il voit la rivière, il ne voit pas seulement des mètres cubes d'eau qui coulent, il voit la rivière, il l'entend chanter. Et quand il entend la rivière chanter, peut-être a-t-il même un chant pour la rivière. Ou si c'est un Lakota, peut-être prendra-t-il un peu de tabac dans sa poche pour aller le poser au bord de la rivière, pour lui dire « j'ai entendu ton chant et je t'en remercie ». Et dans cette attitude de gratitude permanente, qui est le point de vue indigène sur le monde. Si vous pensez que remercier la nourriture avant de manger, c'est un acte religieux, vous vous trompez. C'est un acte que sans doute les religions se sont certes appropriées, mais c'est un acte qui est aussi vieux que nous, aussi vieux que les peintures de Lascaux, et pour les mêmes raisons, remercier pour la nourriture qui rentre en nous, remercier les fruits, remercier la chair des animaux qui nous nourrissent. Même encore aujourd'hui, quand les enfants d'écoles indiennes vont sur le terrain pour assister au dépeçage traditionnel d'un bison, c'est-à-dire à l'éducation que rien ne sera gâché, que rien ne sera perdu, que tout sera utilisé, que le chasseur a les morceaux de roi, de choix, mais que le premier geste, j'ai même connu un Lakota dans les prélèvements sur les troupeaux. Sachez que dorénavant, le bison, il est assigné à résidence, comme l'Indien. Le bison, il vit la même vie que l'Indien. Il nomadisait du Canada au Texas et dorénavant, on lui a dit « tu resteras là ». Et donc, il reste là, dans des parcs nationaux, comme les Indiens restent dans les réserves. Et puis, de la même façon que les Indiens ont failli s'éteindre, le bison a failli s'éteindre. Et puis, de la même façon, tous les deux sont toujours là. Et les Indiens, la Lakota, continuent d'observer le bison. Ils savent. Ils savent que devant la tempête, par moins 30 de blizzard en hiver, le bison, il fait toujours la même chose. Il tourne son crâne vers la direction du vent, il baisse la tête et il attend que ça se passe. Il fait face. Il suffit de l'observer. Et donc, j'ai connu un chasseur, donc un Lakota qui était convoqué pour procéder au prélèvement de jeunes mâles dans le troupeau de bisons, qui est un geste devenu nécessaire quand le troupeau ne migre plus. Et cet homme-là, il n'arrivait pas avec un arc et des flèches à cheval, il arrivait en pick-up Toyota avec un fusil à lunettes. Parce qu'on me demande parfois, y a-t-il encore de vrais Indiens, mais y a-t-il encore des vrais Français? Y a-t-il encore de vrais Savoyards, de vrais Corses, de vrais Hongrois? Quelle étrange question. Donc il arrive avec son fusil à lunettes, mais avant d'engager la cartouche dans le canon, il met un peu de sauge dans le canon. Et puis si vous faites bien attention, vous verrez qu'avant de mettre le fusil à l'épaule, il passe sa main par terre, comme ça. Si on ne fait pas attention, on ne fait pas attention, mais si on fait attention, on comprend. Il vient de s'assurer qu'il y aura un petit peu de terre sur le doigt qui va appuyer sur la gâchette. Un petit peu de grand-mère la terre sur le doigt qui va appuyer sur la gâchette. Et ensuite, quand le bison est abattu, si possible proprement, le premier geste, c'est de verser de l'eau dans sa gueule et ensuite de lancer le chant pour le voyage de son esprit et de l'envelopper de la joie des enfants qu'on a amenés pour les instruire. Pourquoi la joie? Mais la joie pour que son esprit ne soit pas enveloppé de « ah », mais que son esprit soit enveloppé de « ah ». Et dans la langue des Lakota, quand cet événement se déroule, on dit pas, le chasseur ne dit pas l'animal que j'ai tué. Dans la langue Lakota, on dit l'animal qui a donné sa vie, lechelena oyate kini pikte, afin que mon peuple vive. Donc voilà, rien que dans un petit acte du quotidien, là il y a deux mondes, hein, on voit bien que tous nos chasseurs. Moi, je n'ai pas d'acrimonie particulière, mais tous nos chasseurs ne pratiquent plus tout à fait de la même façon. Et c'est donc deux façons d'être au monde, et c'est donc deux mondes différents. Et les termes qu'on utilise, comme ceux dont j'abuse et qui fait qu'elle n'arrive pas à en placer une,
Les termes qu'on utilise disent le monde dans lequel on vit. Moi, ma fille, jamais je lui dirais protège l'eau, protège ta ressource, l'eau. Non. L'eau, c'est pas une ressource. C'est un langage, il faut être fou pour utiliser des termes comme ça. C'est une mentalité de propriétaire. C'est quand on tient des livres de comptes. Alors oui, on dit la ressource, notre ressource. Non, l'eau, c'est la source. Si vous voyez ma version lyophilisée, sans eau, ça a beaucoup moins d'allure. Moi, sans l'eau qui me constitue, sans les 9 mois que j'ai passés où? Dans le ventre de ma mère. Oui, mais dans quoi? À l'origine des temps. Il n'y a pas beaucoup de surfeurs qui rentrent dans l'océan en se souvenant qu'en rentrant dans l'océan, on rentre dans ce qui nous a produit et qu'à l'origine des temps, nous en sommes sortis. Et qu'aujourd'hui, on met du... Tout à l'heure, j'ai mangé ma petite barquette de frites et quelqu'un avec beaucoup d'attention à mon égard avait mis un peu de sel, s'est assuré de mettre un peu de sel, parce que j'ai besoin qu'il y ait un peu de sel sur mon alimentation. Pourquoi j'ai besoin qu'il y ait un peu de sel sur ma nourriture? Parce qu'à l'origine des temps, mes ancêtres sont sortis de l'océan. Nous en sommes là, de qui nous sommes, de qui nous fûmes et de tout ce qu'on a oublié au passage. Mais c'est pas trop tard, parce que ces populations dont on parle, c'est le chaînon manquant. Eux, ils l'ont gardé. Ils en sont toujours les détenteurs. Et le pire, c'est qu'après toutes ces années de relations déséquilibrées, d'oppression et de génocide, veut pas, ils sont toujours prêts à le partager. Parce que c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux en tant qu'individus. C'est leur culture. C'est le sens profond. Tout ce qu'on possède, c'est fait pour être partagé avec les autres. Si j'ai bien compris, même dans tout l'ouvrage et dans tout ce que tu nous as dit là, c'est que nous gagnerions à rajouter une dimension sacrée dans notre vie, dans notre considération de la planète et de la vie et du vivant. Il y a encore des chaises, si vous voulez. Et les places sont chères, à peine libérées. Le sacré, alors ça c'est le mot qui fâche, j'aime beaucoup. Le sacré. C'est quoi? Qu'est-ce qui est sacré? Il n'y a rien qui est sacré. Il y a une maternité à Albertville? Oui. Bon, si vous avez du problème, qu'est-ce qui est sacré? Tu vas à la maternité, demande qu'on t'en mette un dans les bras et qui est né, il est 15h40. Demande qu'on t'en mette un dans les bras qui est né vers 13h, 13h30. Là. Tu sauras tout de suite ce qui est sacré. Le sens du sacré, c'est qui nous sommes en tant que représentants d'une espèce. C'est pas culturel. C'est qui nous sommes en tant qu'animaux. On est des animaux métaphysiques. D'abord, on est des animaux parmi les animaux. Et il y a bien 2-3 moments dans la journée où nos activités nous ramènent quand même à l'évidence. Pour ceux qui auraient du mal avec ça, il y a quand même 2-3 activités qui nous rappellent que, ben oui, on est des animaux, quoi. Hein. Et il y a une médecine à se souvenir qu'on est des animaux. D'abord, ça nous permet de regarder les autres animaux en disant comme les Lakota, ma sœur, mon frère le cheval, ma sœur la taupe. On est des animaux, mais on est des animaux métaphysiques, d'où Lascaux. On est des animaux qui peignent les parois de la grotte. On est des animaux qui s'interrogent autour du feu en regardant les étoiles. Et donc, ça suffit pour dire que le sacré, ça fait partie de qui nous sommes. Ce sens-là, la sacralité des lieux, la sacralité du feu, sans lequel, parfois, on ne passera pas l'hiver. La sacralité de l'eau qu'on boit. Donc, on a une difficulté parce que la religion est passée par là et la spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité, c'est la question. C'est la compréhension que quelque chose de mystérieux, de plus grand que nous dépasse, nous interpelle, nous questionne et parfois nous murmure quelque chose. Et il faut lire Albert Einstein pour comprendre qu'il y a toute forme de spiritualité. Il y a même une spiritualité scientifique. Il y a la spiritualité de l'anarchiste,
avec son tatouage, ni Dieu ni maître, mais qui met une assiette de plus à table pour l'étranger qui frapperait à la porte. Ce geste-là, dans la noblesse de cet altruisme-là, ce geste-là, moi je dis c'est un geste spirituel. Donc la spiritualité, c'est qui nous sommes. Et le sens du sacré, c'est très utile. Pourquoi ? Quand on prévoit d'éradiquer, alors on appelle ça, ceux qui sont à l'origine du projet appellent ça la montagne d'or. Et c'est des malins, ils sont balèzes, parce que la montagne d'or, on dirait un conte de Grimm, on va raconter ça aux enfants ce soir. Alors, la montagne d'or. Seulement, le problème, c'est que la montagne d'or en question, c'est 600 hectares de forêt guyanaise chez nos Indiens à nous. Dévastés, éradiqués, mais surtout, des millions de litres d'eau cyanurée pour 80 tonnes d'or en quelques années. Alors d'abord, on a envie de leur dire, mais pourquoi vous allez en Guyane ? Mais pour l'or. Oui, mais pourquoi vous ne prenez pas le métro ? Ben oui. Si on veut de l'or, si on veut 80 tonnes d'or, on prend le métro à Paris. On s'arrête à la station Palais-Royal. On marche un peu le long d'une rue, on arrive devant une grande porte cochère, on appuie sur le bouton, il y a écrit Banque de France. Et là, depuis des années, depuis des décennies, il y en a 2700 tonnes qui sont à 7 étages sous terre qui ne servent à rien. Là, ils vous diront, oui, mais c'est pour thésauriser. Non, simplement pour vous dire les logiques du c'est comme ça dans lesquelles nous nous sommes enfermés, sans même plus comprendre le pourquoi du comment. Alors cette forêt guyanaise qu'on s'apprêtait à désacraliser, à mutiler, pourquoi c'était possible ? Pas parce que l'argent corrompt tout, pas parce que l'argent a le pouvoir sur tout, mais parce que l'argent ne rencontre aucun obstacle, aucune barrière, rien qui dise « pas toucher ». Imaginez qu'un scientifique nous annonce qu'il y a du pétrole sous la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous pensez qu'on va aller la détruire pour creuser et profiter du geyser ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Parce qu'elle est sacrée. Donc le sacré, c'est un outil dans ce monde. C'est un outil qui permet, c'est l'outil ultime pour dire à ceux qui sont aveuglés par le goût le métal jaune qui rend fou. Sitting Bull, tatranka iotrake. Il appelait l'or, il avait vu l'homme blanc avec l'or et tout, gratter partout, faire des trous, faire tout péter à la dynamite, sortir en sautant sur place avec un petit bout de métal jaune, pris de folie. Il appelait ça le métal jaune qui rend fou. Eh bien, le sacré, c'est l'outil, c'est l'instrument qui, si nous nous le réapproprions, nous dira déjà que nous sommes des sœurs et des frères les uns pour les autres. Que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas les gens avec qui on est d'accord, c'est les gens sur qui on peut compter. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Et des fois, celui ou celle avec qui on s'écharperait au café d'en face sur des questions d'idéologie, pourtant, c'est cette personne-là qui s'arrêtera le jour où tu as un pneu crevé au bord de la route pour te donner un coup de main. Qu'est-ce qui est le plus important, d'être d'accord ou de pouvoir compter les uns sur les autres ? Donc le sacré, c'est un outil qui permet de dire une formule indispensable pour écrire nos lendemains. Pas touche. Pas touche. Ça s'arrête là. Et peut-être derrière moi, il y a des sommets de montagne à qui il est largement temps de dire « Ok, maintenant on va te laisser un peu tranquille. Ça fait longtemps qu'on vient. Ça fait longtemps qu'on a décidé de venir te conquérir, sommet de montagne. » Et puis là, voilà qu'en bas, dans le conseil au village ou à la ville, à Albertville, voilà qu'en se consultant entre anciens et plus jeunes, on a décidé ensemble, on va te laisser tranquille, quelque temps, un petit siècle, puis après on verra dans quelle humeur ça te met, si on reviendra ou si tu nous donneras la permission de revenir ou pas. Voilà, bon, quelques façons d'illustrer le propos de ce livre et aussi
cette autre façon d'être au monde, mais qui nous tend les bras. Elle est là, juste à côté de nous. Et elle dit, ce que nous fûmes, ce que nous sommes devenus, et comment notre avenir s'équilibrera peut-être dans une capacité à redevenir un petit peu de celles et ceux que nous fûmes il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas des dizaines de générations pour que dans la montagne, on demande la permission en s'approchant de tel lieu, où on laisse un petit peu de son repas quelque part, comme ça, pour les animaux qui passeraient, des gestes comme ça. Et à la fin, justement, je vous spoil la fin un petit peu. Hein. À la fin... Tu vas divulgacher. Voilà, c'est ça. Tu nous dis, les chamans du monde ancien nous invitent, eux, à comprendre qu'il ne s'agit pas tant de se connecter à la nature. Se connecter à la nature, ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. On va te dire, connecte-toi à la nature, ancre-toi, tu verras, ça ira mieux. Mais alors, donc, il ne s'agit pas tant de se connecter à la nature que d'être reconnu par elle. On en revient à cette façon de s'exprimer, donc qu'on ne fait pas les choses soi-même, qu'on laisse faire. Ça, c'est une chose que nous, occidentaux, on n'aime pas, laisser faire. Nous, on aime bien tout contrôler. On contrôle rien du tout. Peu de choses. Même les pensées. J'ai eu tort de parler tant, parce que j'aurais dû la laisser parler plus. Non, je fais ça tous les jours déjà, moi. Des fois. J'ai rencontré Aurélie à quelle heure? À 13h15, il était, hein? 12h15. Ah, il est des midi et demi, quelque chose comme ça. Se reconnaître. Se reconnaître. Il y a du jus de cerveau dans ce livre un petit peu. C'est délibéré. J'ai essayé que ça soit un livre sur les Indiens qui ne soit pas juste Yukadi, Yukada, qui montre les détenteurs d'une civilisation, qui montre les détenteurs d'une cosmogonie, qui montre les détenteurs d'une science. Et donc, il y a un peu de jus de cerveau. Par exemple, les Lakota avaient un grand penseur au XXe siècle qui s'appelait Vine Deloria Jr., paix à son âme. Et lui disait cette chose presque insaisissable. Disait, l'histoire dans le monde des Blancs, c'est du temps qui passe, la chronologie des événements. L'histoire dans le monde indien, c'est de l'espace qui s'étend, la sacralité des lieux. Et voyez la difficulté même qu'on a à tout à fait saisir le concept. Eh bien, dans cette difficulté, il y a aussi deux mondes, deux compréhensions du monde. Les Lakota, ils ont une formule, ils disent vous allez pouvoir repartir en parlant le Lakota et en même temps en ayant intégré tout le corpus spirituel d'une nation, toujours souveraine. Mita Kuye Oyasin. Mita Kuye Oyasin, c'est souvent traduit par à tous mes parents. Mais ça, c'est une traduction d'homme blanc parce que c'est encore à moi, à tous mes parents. Mita Kuye Oyasin, c'est une adresse à tout ce qui m'a été donné, littéralement, à toutes les relations qui m'ont été données en cadeau. C'est-à-dire, c'est une adresse à toutes les formes de vie qui nous accompagnent au cours de notre propre vie. C'est-à-dire, en deux mots, la compréhension la plus aboutie de ce qu'est l'univers. Quand vous dites Mita Kuye Oyasin, le geste d'après, vous avez oublié personne. Parce que ça inclut toutes mes relations. Ça inclut les galaxies les plus lointaines et la petite herbe qu'on foule du pied. Les pachydermes et les insectes. Ceux d'avant qui ont pavé ces rues, qui ont endigué cette rivière, qui ont posé le pont, qui ont édifié ces chalets, et celles et ceux qui ne sont pas encore nés.
qui viendront jouer au Grand Bivouac quand je me souviendrai plus comment je m'appelle. Et derrière cette formule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'astrophysique contemporaine. Il y a Albert Einstein, le grand chaman blanc. Albert Einstein, tout est vibration. Vous allez voir mes amis Lakota sur la réserve de Rosebud, leur tambour à la main, la maillotche à la main, ils sont prêts. Oui, oui, tout est vibration. Tiens, la preuve. Boum, 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 boum. Pourquoi le tambour? Oh, ils jouent du tambour. Non. Rond. L'univers, la vie, rien qui ne va du point A au point B, tout qui dessine des cercles et des cycles. Et puis le battement, boum, 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 boum. Jamais boum, 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 boum. Ça, c'est Hollywood. Boum, 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 boum. Le cœur de la nation. Boum. Et cette vibration-là, si vous dites aux Indiens, tu sais, la vibration sonore de ton tambour, elle va traverser l'espace et le temps et jamais s'arrêter. Ils vous diront, bah oui, c'est pour ça qu'on le fait. Et donc Einstein, tout est vibration, boum, boum. Donc on arrive à un moment fascinant de l'histoire de la science contemporaine où les savoirs ancestraux, ceux des Kogi et des autres peuples que Éric Julien fréquente, et auprès desquels il s'instruit, avec lesquels il partage et auxquels il apporte sa coopération. Tous ces peuples-là, leur savoir est de plus en plus corroboré par la science la plus aboutie d'aujourd'hui. Et c'est sans doute grâce aussi au fait que nous sommes un peu moins sûrs de nous par les temps qui courent. Et c'est salubre. Il va en sortir quelque chose de bon. Aux plus jeunes parmi nous qui seraient pris d'éco-anxiété, oubliez ça. Ça, c'est une nouvelle pathologie sur le marché de la peur. Le marché le plus en vogue dans le monde des Blancs. Le marché de la peur, de l'angoisse, Laissez tomber. Mais être alerte, vigilant, attentif aux conséquences de nos actes, les paroles qu'on prononce, les mots que je suis en train de dire, les sages, c'est vous qui ne dites rien. Pendant ce temps-là, moi, blablabla, blablabla. Et là, ce mot-là que je viens de prononcer, je ne pourrais plus jamais le rattraper. C'est parti, il est parti. Donc quand vous allez dire à une vieille grand-mère Lakota, tu sais, alors maintenant on le sait, les arbres communiquent entre eux par le mycélium souterrain qui leur permet, ils se soignent eux-mêmes les uns les autres. La grand-mère va vous écouter un petit moment, puis après elle va retourner faire du café en lui disant, bon, et à part ça, tu as des nouvelles, vraiment quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas déjà? Moi, je suis désolée, je vais devoir te couper un peu. J'ai l'habitude. Est-ce que vous avez des questions? On a le temps pour une ou deux questions. Voilà. Me concernant, j'ai grandi dans un village, là, au-dessus d'Albertville, montagnard, paysan. J'étais une petite sauvageonne dans la forêt. Et pourtant, je suis une blanche. Mais mon âme est ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que je me sentais connectée à l'eau. Enfin, j'étais reliée. Et quand je voyais les paysans du coin jeter dans les torrents des frigos, ça se faisait ici ou ailleurs, mon cœur pleurait. J'avais 5 ans, 6 ans. Je venais d'un ailleurs. J'étais une extraterrestre. Et j'ai 60 ans bientôt et je me guéris encore de cette nostalgie d'un ailleurs, c'est-à-dire cette sacralité. Je portais l'instinct dans la nature, je voyais des tipis dans la forêt, j'allumais des feux, j'étais toute seule, enfin, etc., etc. Donc, il y a en Occident, vous en faites partie, hein, enfin, on en fait partie, des âmes qui sont reliées, même si j'ai beaucoup perdu, à la sacralité, à quelque chose de sacré. Et ce qui j'ai entendu ce matin, j'ai lu, je lis Éric Julien et autres,
et nos terres là qui sont colonisées, et les Celtes et les Druides et tout ce dont je ne connais pas concernant cette sacralité aussi sur cette terre là qui nous porte et qui nous nourrit. Voilà, donc c'est l'appel aussi de cette terre ici en Occident. Et moi, je suis tombée durant un certain temps dans ce piège de l'exotisme. Les Indiens, les Amérindiens, les autochtones, les peuples premiers, là-bas, c'est mieux, c'est mieux. Et par l'expérience et le recul de la vie, et une maturation aussi, et encore plus aujourd'hui, après la conférence de ce matin, ce qui me traverse avec une émotion, c'est mais oui, mais nous aussi, notre terre et la pollution et tout ça. Et comment vous pouvez porter aussi avec ce qui vous imprègne d'un ailleurs, dans ce Omitaku Yassin, de cette reliance à ici. En tout cas, déjà, merci pour votre parole, pour déjà réveiller à travers ces anciens ailleurs, mais réveiller ici. C'est très juste, c'est très juste. Et mes amis Lakota n'aimeraient pas être mis sur un piédestal et qu'on néglige les paysans de la vallée, les anciens d'ici, et les placer au-dessus des autres, c'est leur rendre, c'est pas du tout ce dont ils ont envie. J'ai connu un chef qui, quand il venait ici, il disait, pourtant, on parle de gens dont la tradition orale est d'importance. Et on parle de gens qui sont les détenteurs de chants immémoriaux et pour qui ces chants ont un pouvoir, une puissance. Et pourtant, dans nos contrées, c'était dans les Cévennes, et il disait aux gens d'ici, il leur disait, votre langue maternelle est aussi sacrée que la mienne. Donc il ne s'agit pas de les placer comme étant des gens mieux ou plus avancés ou plus sages. Simplement, ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix pour rester les détenteurs de ce que nous-mêmes nous avons laissé filer en devenant les propriétaires, en devenant l'espèce élue, en devenant ceux que Dieu a fait à son image. Si vous allez en terre indienne, au temps des missionnaires, quand on disait aux Indiens « Dieu a fait l'homme à son image », la réaction des gens, c'était de se dire « Oui, oui ». Ce que les missionnaires ne savaient pas, c'est que les Indiens considéraient que Dieu a tout fait à son image. Nous, mais tout le reste. Et donc, menés par cet aveuglement, aujourd'hui, c'est un peu le chaînon manquant, ces populations. Et il n'y a pas que. Et d'ailleurs, il y a une chose très juste dans votre observation, c'est que moi, je viens pour parler des Indiens d'Amérique du Nord, les bonnets de plumes, les cavaliers des plaines, toute cette imagerie très forte. Mais nous avons nos Indiens à nous, les Kali'na de Guyane et d'autres. Et il faut qu'on s'intéresse à leur sort, parce qu'ils sont nos concitoyens et le traitement qu'ils subissent. Aujourd'hui, leurs enfants sont empoisonnés au mercure parce qu'il y a des chercheurs d'or sur le territoire de la République française qui ont des activités criminogènes. Donc, il ne s'agit pas tant de s'intéresser, mais c'est une bonne observation, avec un goût de l'exotique à ces populations, mais de se souvenir qu'ils illustrent ce que nous-mêmes nous fûmes il n'y a pas si longtemps que ça. Pour finir, peut-être, j'étais petit garçon en Corrèze, il y a très longtemps, et j'ai un souvenir de ma famille. À l'époque, c'est tous mes oncles, mes cousins, tout le monde se met ensemble. Il n'y a déjà plus les bœufs, c'est déjà un tracteur, mais il y a encore la charrue à ridelle. Et on enfourne le foin en haut. Et en haut, il y en a un qui le tasse. Il y a le mouvement des faux qui me fascine. Je suis un gamin. Je revois mes grands-oncles avec les grosses bretelles larges sur leur tricot. Et puis on arrive au bord du champ, au coin de la petite départementale, vers Aiguran-de-Merline, en Corrèze. Puis là, d'un seul coup, ils rangent les faux, ils rangent les pierres affûtées. Mais il reste trois brassées. Il reste 3 brassées de blé. Et ça, c'est le monde de ceux qui prennent pas tout. Et c'est il n'y a pas si longtemps. C'est mes grands-oncles
il prenait pas tout. Il faisait les fenaisons et il faisait partie du monde de celles et ceux qui vivent dans un monde où on prend pas tout, où on laisse un peu. Et puis après, que voulez-vous, les malheureux, est arrivée la moissonneuse-batteuse, mais elle, personne ne l'a programmée pour, alors elle prend tout. Donc, une fois encore, pour finir, en conclusion, avant de laisser le dernier mot à notre hôtesse, c'est un livre qui invite au voyage, mais comme un détour. C'est-à-dire, on va chez les sauvages, mais pour mieux revenir à qui nous sommes, à ce qui nous fait face ensemble, tous ensemble, à la compréhension que soit on se laisse, vous savez le mot de Sitting Bull, ainsi on peut briser, ma main ainsi on peut en briser tous les doigts, ma main ainsi est invincible. C'est-à-dire un des enjeux pour nous, puisque vous avez eu la patience, la gentillesse de venir écouter mes propos, si tant est qu'il y ait quoi que ce soit à écouter. Ce qui nous attend, c'est la même capacité qu'on a d'être ensemble ici, ailleurs, dehors. Parce que dans ce monde, on a régné sur les indigènes du monde avec toujours la même politique, diviser pour régner. Aujourd'hui encore, il y a des pipelines qui sont prévus dans des territoires où il y a des Indiens qui luttent farouchement contre le pipeline. On a fini. Mais d'autres qui sont pour parce qu'ils y voient une manne financière qui va les aider peut-être, diviser pour régner. C'est ce qu'on est en train de faire sur nous. Mais parfois, on trouve, comme mon père a trouvé à un moment donné de l'histoire de ce pays, on trouve la valeur suprême. Et c'est les temps qui viennent. Et ça peut être une merveilleuse façon de renouveler avec le tous ensemble. On trouve ce qui prime sur mes opinions et les tiennes. On trouve ce qui nous dit que ce moment-là, c'est le moment qui va définir qui nous sommes. Et ce moment-là ne nous définira que si nous sommes unis. Mita kuye oyasin. Merci.